The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette session, cette deuxième session du matin sur Attitude et Nexink. Mon nom est Bernard Morier, je travaille pour la société Nexink et mon rôle aujourd'hui est de vous présenter notre technologie en partenariat avec Attitude. Je vais peut-être laisser à Eric le soin de faire un petit mot d'entrée également pour Attitude. Merci Bernard. Oui, bonjour à tous. Eric Sherman, Attitude. Donc en termes rapides, nous sommes intégrateurs ultra spécialisés dans tout ce qui est logiciel de service management, d'asset management dans le cadre des meilleures pratiques. Dans ce cadre-là, nous sommes toujours à la recherche des meilleurs outils pour améliorer les systèmes d'information de nos clients et Nexink est pleinement dans cette perspective, d'où la présentation du jour. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que ça sur l'aspect Attitude et je laisse la parole à Bernard pour nous présenter ce que fait Nexink et comment ça permet de faire avancer les systèmes d'information. Bernard, je te laisse travailler. Merci à toi. Merci bien. Alors, effectivement, c'est une bonne entrée en matière, faire avancer les systèmes d'information. C'est une très bonne entrée en matière parce que c'est exactement de ça que nous allons discuter ce matin pendant les 45 prochaines minutes, puisqu'ensuite ce sera dédié à toute la partie questions. Donc, il va y avoir une présentation de slides, il va y avoir une démonstration, il y aura 2 sessions de questions. La première, ce sera entre la présentation et la démonstration, pour certains que chacun ait compris le sens de Nexink déjà par la présentation et ensuite la démonstration et une nouvelle session de questions qui sont bien sûr liées à l'ensemble de la presse. Alors, aujourd'hui, améliorer son système d'information, on va parler de End-User IT Analytics. Le mot IT Analytics, c'est quelque chose qui est de plus en plus qui est émergent sur le marché de l'IT par les grands analystes, Gartner, Forrester et ainsi de suite. IT Analytics, c'est vraiment cette capacité de pouvoir analyser l'information, en extraire la quintessence pour pouvoir répondre aux différents besoins de l'IT. Le End-User IT Analytics, c'est quelque chose d'unique puisque le End-User vient vraiment de la partie de Nexink. C'est notre capacité que nous avons de prendre l'information à ce point précis-là, le End-User. Aujourd'hui, l'IT Analytics, on l'a sur les réseaux, on l'a sur les serveurs, on l'a un peu partout, mais pas du côté du End-User. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et pour comprendre encore un peu plus précisément ce côté ce Analytics, d'où il est né, en fait, c'est né depuis il y a quelques années, lorsque la complexité des infrastructures a dépassé la capacité manuelle de la gérer. Aujourd'hui, il y a des équipes qui permettent de gérer, bien sûr, les infrastructures, alors des personnes dans les networks, les serveurs, les postes de travail, j'en passe. Mais il y a une telle complexité que ça devient compliqué pour elle de gérer l'ensemble. La complexité vient de quoi? Elle vient de plusieurs facteurs. La virtualisation, la transformation du poste de travail, alors justement virtualisation, ou sous des nouveaux operating systems tels que Windows 7 ou Windows 8, même maintenant, en sachant qu'il y a quand même encore à peu près 35% d'entreprises qui sont toujours sur XP. Donc c'est quand même un grand sujet. Il y a bien évidemment le cloud, les applications qui sont déportées à l'extérieur, la gestion des infrastructures qui est faite par des entreprises tierces. Il y a également un point qui est important de soulever, c'est l'utilisateur. On arrive dans des nouvelles générations, on connaissait la X, la Y, maintenant la Z arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des utilisateurs qui sont très avertis de l'IT. Ce sont ces personnes qui vont se plaindre à l'IT interne pour dire que chez eux ça marche mieux, tout simplement parce que l'informatique n'est plus dédiée à une élite, elle est vraiment dédiée à tout le monde. Et cet ensemble de paramètres fait que c'est de plus en plus complexe. Comment faites-vous pour faire plus avec moi? C'est toujours la question que nous posons. C'est parce qu'il faut maintenir les business. Donc, déjà rien que le maintien du business est déjà compliqué. 70% des budgets y sont alloués. Mais en même temps, il faut bien sûr améliorer de manière continue les infrastructures. Et bien sûr, la sécurité, c'est très important. Améliorer cette satisfaction de l'utilisateur, de par ce fait diminuer le nombre d'appels entrants au support, donc de
que mieux les satisfaire. Et par-dessus tout ceci, bien sûr qu'il y a des projets de transformation, mais en plus on doit réduire les coûts. Donc ça commence, je dirais, à être pas mal difficile de faire tout ça dans des bonnes conditions. Le IT Analytics est vraiment là et de plus en plus là pour pouvoir apporter des réponses à l'exécution de vos tâches, aux décisions qui doivent être prises, parce qu'une décision dans la transformation, elle se prend pas pour la prochaine année, mais elle se prend pour les 3, 4, 5 prochaines années, voire même c'est l'IT de demain. Et on se base sur quoi? On doit se baser sur l'utilisateur, on doit se baser sur son business, comment est-ce qu'il l'accède, d'où il l'accède par la mobilité, et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut de l'information pour prendre les bonnes décisions. Et pas se baser sur ce qu'on pense que ça c'est, ce qu'est l'informatique de l'entreprise ou les bonnes pratiques, les analystes et de tout ceci. Et bien sûr, le logiciel et les process, tout ça, il faut se baser sur l'information, quand, qui fait quoi, pourquoi, vers où, et ainsi de suite. Mais cette perspective est très importante. Je l'ai juste dit un petit peu en préambule, l'utilisateur, bien qu'il a toujours été de les dernières années, puisqu'on a toujours mis au centre les infrastructures, l'utilisateur est en périphérie de tout ceci. On remarque déjà de beaucoup d'éditeurs en parlent, hein. Je ne vais pas les citer là, mais il y en a beaucoup qui parlent du user-centric. C'est vraiment l'utilisateur se met maintenant au centre. Pourquoi? Parce que on doit vraiment prendre en compte son besoin, le business et ainsi de suite. Et cette perspective de l'utilisateur, eh ben, c'est clair que nos infrastructures sans l'utilisateur ne serviraient pas à grand-chose. Et de l'autre côté, la visibilité que l'on a, eh ben, elle est vraiment et toujours dans les infrastructures. On a une compréhension que ça se passe plus ou moins bien dans les infrastructures. C'est du vert, ok. C'est du rouge, on réagit. On sait d'ailleurs, quand c'est rouge, on ne sait pas trop qui est impacté, si ce n'est le nombre d'appels qu'on a au support, bien évidemment. Mais autrement, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un rouge qui est très foncé ou c'est un rouge qui est très clair. Si mon serveur de messagerie tombe, je me dis quand même que, bon, là, tout le monde de la messagerie, enfin, tous ceux qui utilisent la messagerie vont avoir un problème. Mais de pouvoir se rendre compte, au niveau du poste, au niveau de l'utilisateur, qu'est-ce qui en ce moment va bien ou va pas bien, eh ben, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est à défaut. Et excusez-moi, voilà. Et nous, c'est exactement là où nous nous focalisons depuis 10 ans. Nexink est une entreprise suisse et nous développons un seul logiciel et pas un autre, c'est Nexink, d'ailleurs le même nom que l'entreprise. Et notre but est de collecter une donnée. Cette donnée, c'est pour donner une visibilité de l'information comme vous l'avez encore jamais eu. C'est la collecte en temps réel de l'activité de tous les postes de travail. Donc, bien évidemment, on sous-entend que c'est l'activité de l'utilisateur sur son poste de travail, bien évidemment, avec une vision de bout en bout. Donc, pas uniquement sur le poste et s'arrêter ici, c'est vraiment d'aller au-delà du poste, de comprendre comment je vais accéder à mon système d'information et pour ensuite traduire tout ceci dans une perspective de l'utilisateur. Alors, cette collecte, on l'a fait de manière unique. Et cette unicité, cette singularité Nexink, elle s'affiche dans le temps réel. Temps réel, c'est vraiment tout ce qui se passe sur l'ensemble de tous les postes de travail en continu, à la seconde, voire à la microseconde. Et on va se baser sur une notion d'objet. Les objets, c'est quelque chose d'unique également de Nexink, c'est que tout, c'est pas, on rentre en fait des événements ou des logs, et puis voilà. Non, on va avoir des objets qui vont eux-mêmes avoir des événements et des logs, mais sont regroupés. C'est très important. Vous le verrez dans la démonstration. C'est assez important. On aura donc les aspects d'utilisateur, le poste de travail, chez nous on appelle ça le device, l'ensemble applicatif, comme vous pouvez le voir ici, le package, donc c'est ce qui s'installe et ce qui se désinstalle. Mais la notion de temps réel est très importante au niveau des packages. On va le découvrir également tout à l'heure. Les applications, donc un Office, un exécutable, Word, Excel, PowerPoint qui viennent de l'application Office. Et bien sûr le binaire qui est la version exacte qui est utilisée. Parce que là on a une notion d'usage entre application, exécutable et binaire. Ensuite ces usages, il y a des ports de communication, des destinations, des domaines et des imprimantes. Imprimantes qui peuvent être locales sur des serveurs d'impression, donc les SMB et les remotes avec un accès en direct IP. L'ensemble de ces objets sont reliés par des activités. Vous en voyez quelques-uns comme les boots, les logins, les jobs,
les print jobs, les requêtes, les connexions, les exécutions, les installations. Ça, c'est vraiment ce qui va lier l'ensemble des objets. Et ensuite, on a la notion d'événement. La notion d'événement est plus pour afficher ça marche pas. Plutôt pour dire que ça marche pas, parce que c'est ça qu'on arrive à ressortir. C'est lent au niveau du réseau, l'application, elle crash, elle répond pas, j'ai un blue screen, j'ai des hard reset, enfin, beaucoup de choses qui seront collectées au niveau du poste de travail. Pas d'impact vraiment insignifiant notre collecteur, puisqu'en fait, on a un collecteur qui s'installe sur l'ensemble de tous les postes de travail. Vous allez avoir aucun impact, puisque nous sommes à moins de 0,1% de la CPU et une empreinte RAM à peu près d'1 méga dans la RAM du poste de travail. Comme nous collectons en temps réel, nous allons transmettre en temps réel également, de manière continue, vers un engine. Et là, l'impact réseau de 0,15 kilobits seconde, puisqu'on est en UDP, donc on va vraiment, on a comme un espèce de stream d'information. L'infrastructure est extrêmement légère, puisque la mise en place de Nexing ne requiert qu'une journée d'installation, une journée de configuration. En gros, voilà ce que requiert l'installation de Nexing. Et l'infrastructure pour mettre en place le serveur, c'est vraiment quelque chose de très léger. L'ensemble, c'est sans configuration. Il y a une journée de configuration, comme je viens de le dire, bien évidemment, parce que c'est pour dimensionner les infrastructures, de comprendre quelle information on voit, pour qu'elle ait en fait un sens à l'entreprise, à l'organisation. Les proxys, l'ensemble de mes serveurs dédiés à je sais pas moi, ma messagerie ou à mes serveurs d'impression de fichiers. Mais sans configuration, c'est quoi? Ça veut dire que vous installez le collecteur, il fait ce qu'il a à faire et vous vous oubliez. Ce qui est important pour vous, c'est de savoir ce que vous voulez voir. Et ça, c'est toute la, je dirais, la difficulté que vous avez dans le Nexing. De collecter, c'est bien, en temps réel, d'accord, c'est bien, mais il faut aussi avoir la capacité d'analyser, de rendre l'information, donc de la visualiser rapidement et toujours en temps réel. Et c'est ce que Nexing s'engage à faire avec des interfaces ultra rapides, des visualisations qui sont graphiques avec des méthodes de drill down, sans scripting, un langage très natif avec une recherche de type intelligente, des configurations de services et d'alarmes ultra simples faites en quelques secondes, peut-être minutes quand on n'a pas l'habitude. Et toute cette information qui est collectée en temps réel, bien sûr, de l'historiser, d'avoir une vue dans le temps. Et ceci toujours en temps réel. Accéder à l'information en temps réel, c'est essentiel. L'infrastructure, alors la mise en place de Nexing, c'est des éléments en fait, que le premier élément qui est le collecteur, qui est un driver 1.6 qui prend 500 kg, c'est un driver de 500K, qui prend son empreinte mémoire de 1 méga. Comme j'ai dit tout à l'heure, une impact CPU de moins de 0,1%. Elle va envoyer vers l'engine un flux d'informations de l'ensemble de tous les postes pour qu'ensuite dans l'engine, on va appliquer les premiers modèles d'intelligence artificielle pour ensuite restituer l'information sur les deux outils de base. Le portail, historisation d'informations, le Finder. Le Finder, c'est la boîte à questions, c'est ma capacité d'aller interroger la donnée en temps réel que j'ai à disposition de mes infrastructures. Bien évidemment, c'est pas forcément évident pour tous, mais disons que nous avons une capacité, et c'est là la force que nous conjuguons avec Attitude, c'est de pouvoir intégrer Nexing dans d'autres types d'outils, comme des outils de gestion des tickets, pour déporter l'information dans la gestion des tickets, pour pouvoir avoir des outils de corrélation de logs, dans les outils de gestion du parc, de la CMDB, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir extraire l'information ou importer de l'information dans Nexing pour communiquer avec d'autres outils. Donc, toute cette complexité, cette capacité de collecte, d'analyse, de visualiser en temps réel et toute la complexité que l'on a vue au début, qui est aujourd'hui sans cesse grandissante, et bien, ça se traduit comment? Si on prend notre expérience Nexing, de collecte d'informations sur 10 000 postes de travail sur une année, voilà le type d'informations que l'on sait, que l'on a pu voir de manière, en fait, sur une base de statistiques, mais c'est là, parce qu'on en a plusieurs, c'est la moyenne que l'on a pu déceler. Donc, l'accès aux des services, la notion de service est présente dans Nexing. Un service, c'est la messagerie, c'est un SAP, c'est mon ERP, c'est
tout ce que vous mettez à disposition avec des tiers participants à votre utilisateur. On aura une notion de service. Ben, cet accès, ce nombre de connexions vers ces services, on parle de milliards, 47 milliards d'accès à ces services pour ce type de taille d'entreprise. On dit toujours que c'est le réseau qui ne fonctionne pas, que c'est les serveurs, enfin peut-être pas les serveurs, mais plutôt les réseaux qui a un problème. Eh bien, nous, on vous dit que quand on collecte avec Nexink, dans cet environnement, on a pu voir 27 millions d'applications qui crashent ou qui ne répondent pas sur une année, sur l'ensemble de ces 10 000 postes de travail. Ça fait quand même beaucoup, mais c'est pour ça qu'il faut absolument apporter cette vision de l'utilisateur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de niveau contextuel au niveau de l'utilisateur. Des pétabytes de données qui sont des données qui ont été initiées par l'utilisateur, donc par le poste. C'est pas en fait de pouvoir avoir une map de réseau, pas du tout, c'est pas notre rôle, mais de comprendre toute l'information qui est in-out du poste de travail quand elle est initiée du poste. Ben, on parle de 4 pétabytes de données. Une information intéressante, nouvelles applications. Voilà, on a des outils qui permettent de manager. On a mis des standard users du poste de travail, enfin du domaine à nos utilisateurs. Normalement, on a un poste standard. Normalement, c'est bien géré. On a beaucoup de normalité en fait qui s'affiche dans l'IT, mais la réalité en est tout autre. Et quand vous mettez Nexink, ben vous en apercevez typiquement peut-être avec cette information-là, nouvelles applications utilisées. On parle bien d'utiliser. 27 000, c'est un grand chiffre et c'est un petit chiffre sur le contexte que vous avez sous les yeux. 10 000 postes de travail, 27 000, c'est 2,7 par utilisateur par an. C'est pas grand. Ça fait 2,7 applications, 2 à 3 applications nouvelles par année que l'utilisateur a rentré dans l'infrastructure parce que voilà, il a cliqué sur un site internet, sur une application, je ne sais quoi. C'est pas énorme. Mais quand on fait l'addition de toutes ces petites choses, ça fait beaucoup. Et il est évident qu'avec cet ensemble de nouvelles applications, il peut y avoir des problèmes d'effet de bord, des dégradations des postes, des applications, une perception différente de l'utilisateur, bien évidemment. C'est des choses qui sont communes à l'IT. 15600 End-User Performance Issue, on va le voir tout à l'heure, c'est la capacité que Nexink a de comprendre que ça ne fonctionne pas pour un utilisateur. Et les binaires malicieux, c'est que Nexink, nous avons aussi, c'est également possible de voir l'ensemble comment on appelle ça, des binaires en fait qui sont malicieux parce que notre capacité que nous avons, c'est un binaire, nous allons pouvoir faire le hash. Avec ce hash, nous allons le soumettre à la base de données virus total. Virus total, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une base de données dans laquelle les 40 antivirus de marché vont populer une information basée sur les hashes pour dire voilà, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux, par rapport à leur propre signature. Nous, on se base sur cette base de données. Et lorsqu'on voit un binaire dangereux, on va voir le nombre d'antivirus qui le décrivent comme étant dangereux et on va flaguer le binaire en disant attention, c'est high, ça veut dire que c'est plus de 10 antivirus du marché, c'est medium, c'est entre 5 et 10, entre 1 et 5, c'est low et moins de 1, c'est not detected. Donc, on va pouvoir vous donner une appréciation là-dessus. Nexink, alors ça s'inscrit où? C'est quoi le positionnement de Nexink? Eh bien, ce slide est important parce que on n'est pas un outil d'APM, on n'est pas un outil de PC, donc de PC Life Cycle Management. On n'est pas un outil d'Endpoint Security Protection. Et on n'est pas forcément uniquement un outil d'ITOA. L'ITOA, c'est un nouveau segment qui a été ouvert par Gartner, dans lequel nous avons été accueillis. Aujourd'hui, il n'y a pas de Magic Quadrant, mais ça va sûrement venir. Il y a un site internet qui a été créé sur l'initiative de ces analystes, de itoalandscape.org, où ils expliquent vraiment quel est le sens de ce nouveau segment. L'ITOA, c'est cette capacité d'avoir une vue aérienne de l'ensemble. APM, à l'inverse de l'APM, qui est une vue extrêmement détaillée, extrêmement précise d'une application. Pour ça, il faut savoir ce qu'on veut voir, il faut savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et ensuite, on peut lui mettre des instruments de mesure et en ressortir une information extrêmement précise.
Le PCLM, c'est la gestion du poste et l'installation, ce sont les inventaires. Le Endpoint Security, c'est la protection du poste, blocage de périphériques, l'antivirus, blocage des applicatifs, tout ce type d'outils qui permettent d'agir dans l'action de bloquer. L'ITOE, c'est la capacité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une vue globale. Elle est très importante de plus en plus, cette vue globale. C'est pour ça que c'est totalement émergent aujourd'hui. Nexink s'affiche comme ça. ITOE, c'est 3/4 de notre capacité. Une vue globale de l'utilisateur, de tout ce fonctionnement, de tout son usage. Endpoint Security, bien évidemment, regroupe pas mal de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes issus de la sécurité. La base, Nexink était un produit dédié à la sécurité. D'où le fait qu'on est en temps réel, en continu, sur tous les postes et qu'on voit tout ce qui se passe. C'est très utile dans la sécurité. Un petit peu sur les aspects du management du poste de travail. On va parler juste sur les aspects d'inventaire. Mais nous, les inventaires, la différence, c'est que vous allez avoir tous les aspects d'usage d'inventaire. Tandis que sur l'outil de gestion du poste de travail, vous allez avoir tout ce qui permet de gérer les assets et ainsi de suite. Donc, on a une grande complémentarité. Et l'APM, on est aussi très très peu. On ne va pas vous apporter comment dirais-je, l'expérience d'une application dans les aspects transactionnels d'un utilisateur. Ça, c'est pas notre rôle. Par contre, on vous donnera une expérience sur toutes les applications, mais sur l'usage en infrastructure. Donc, qui utilise Nexink dans une entreprise? Eh bien, en gros, à peu près tout le monde. À peu près tout le monde, les opérations, ils ont des SLA à respecter, ils veulent fournir une vue de leur service. Aujourd'hui, ils se basent sur des réseaux, sur des serveurs, où bien sûr vous avez cette information. Il suffit que ça soit en plus hébergé à un prestataire. Ben, le prestataire vous donnera ce qu'il a à vous donner. Mais pour finir, on ne peut pas juger parti, on ne peut pas non plus tout héberger, puis tout mesurer, puis dire voilà ce qu'on fait, on le fait bien. C'est un petit peu comme quand on crée des voitures ou n'importe quoi, on va avoir des gens qui créent les choses et ceux qui vont faire le contrôle de qualité ou le contrôle de gestion dans la finance. Et nous, on est un petit peu ceci, Nexink. On va s'assurer que ce qui vous est mis à disposition, de manière totalement décorrélée, donc on n'a pas de partie, on va pouvoir vous apporter une information. Le support, donc, c'est d'aller plus rapidement dans la résolution des problèmes, parce qu'on a la bonne information, on comprend plus ou moins quel est le problème. On va aussi permettre de résoudre ça à un niveau 1, ne pas peut-être dans un niveau 2 ou un niveau 3. Et puis, s'il faut aller dans d'autres niveaux, donner tout de suite à la bonne personne. Parce qu'on sait que c'est plutôt un problème poste, réseau, sécurité, serveur ou je ne sais quoi. Les projets, bien sûr, c'est tous les aspects de transformation très importants. Se baser sur la bonne information, là on parle de change management, c'est OK, c'est je prends une décision de faire un changement, est-ce que je dois le faire ou pas? Peut-être que pas, peut-être pas. Maintenant, avec Nexink, on a une information qui nous permet de comprendre que l'utilisateur, il a besoin de ce changement. De l'autre côté, je vais le faire. Donc, est-ce que si je peux le faire maintenant, est-ce que je suis est-ce que tout est dimensionné pour que je puisse le faire maintenant? Lorsque je le fais, est-ce que j'ai un impact au niveau de mon business? Et après de l'avoir fait, est-ce que oui ou non, c'est mieux, c'est moins bien que ce qu'il y en avait avant? La sécurité, bien sûr, c'est de renforcer la sécurité, c'est de s'assurer que la sécurité, donc les polices de sécurité sont respectées et bien appliquées au sein de l'infrastructure de l'organisation. Ça, je vais passer. Je voulais peut-être maintenant rebondir sur la démonstration, mais avant ça, est-ce que vous avez des questions sur est-ce que vous avez des questions sur la première partie? Alors, je crois que Victoria va unmuter l'ensemble des personnes pour vous laisser la parole. Voilà, je crois a priori, tu as dû être clair, Bernard. Eric Sherman qui parle, puisque pas de questions de la part des participants. Le cas échéant, n'hésitez pas à poser des questions, messieurs. D'accord. Visiblement, tu es clair. Pas de questions. Victoria. Ah, il y a une levée de main.
Monsieur Casal, vous avez une question, vous avez une levée de main. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, bonjour, Monsieur Casal. Oui, bonjour. Une toute première question, juste, excusez-moi, avant d'aller sur la démonstration. Donc, vous nous avez expliqué en dernier slide la position de NextSync. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, en fait, NextSync, c'est de l'analyse en temps réel de ce qui se passe Mhm. sur un parc donné. Est-ce qu'il y a aussi, au travers de cet outil, des études possibles sur les comportements et la valeur et le rôle et usage des utilisateurs? Complètement. Utilisent-ils les outils correctement? Est-ce qu'ils le font bien, moins bien? Est-ce qu'ils ont besoin de formation? Ce que je veux dire, c'est, Ah, ok, il y a peut-être 27 000 applications nouvelles. Par contre, il y a peut-être un vrai besoin derrière, une vraie raison. Est-ce on est que d'accord. ces apports d'informations sur qu'est-ce que l'on constate et pourquoi ça se passe comme ça, c'est aussi un des apports de NextSync, ou de NextSync est une remontée d'informations pour rendre quelque chose visible alors que sans analyse, ça ne l'aurait pas été. Alors, pour répondre à votre question, nous allons pouvoir apporter, on ne va pas comprendre en fait le fonctionnement de l'application, la raison pourquoi il l'utilise et où est-ce qu'il clique et qu'est-ce qu'il fait avec. Parce que là, on aura des gros problèmes sur la protection de la donnée, donc la data privacy. Euh, et puis, il faut savoir que nous, notre collecteur est un mode kernel, donc un mode, donc on est dans le noyau de Windows, donc on a un mode extrêmement bas et on n'a pas euh, les couches de représentation graphique, on n'est pas dedans. Pour avoir ce genre de choses, c'est vraiment de l'APM. C'est de l'APM qui comprend, voilà, on clique là, on fait ci, ça prend du temps et tout et tout. On n'a toujours pas la raison pourquoi est-ce qu'on utilise une application, mais on comprend son usage, mais au sein de l'application même. Nous, le but, Hmm. c'est d'inverser la donne, c'est de dire on a un utilisateur, un ensemble d'utilisateurs, et on voit l'ensemble de tout. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir, vous allez le voir, des personnes qui s'installent des outils, qui vont commencer à impacter le poste de travail, qui vont commencer. On est vraiment dans les aspects d'infrastructure, de fonctionnement de l'infrastructure et du service qui est rendu à l'utilisateur. Après, le business, parce que là, on veut par contre, ce que j'ai compris, c'était plus une touche sur le business, c'est de comprendre quelle est la valeur business de mes applications qui sont à disposition. Oui, c'est ça. Et cette valeur-là, non. C'est une valeur qui est difficile à pouvoir remonter, je dirais. Euh, euh, Après, c'est vrai que c'est pas la même chose comme vous allez vous avez des systèmes qui analysent des sites internet qui nous permettent de savoir je clique là, on comprend le comportement et on va pouvoir directement avoir une valeur business en lui affichant de la publicité ou ce genre de choses. On fait d'autres types d'analyses. Notre type d'analyse, elle est dédiée aux infrastructures, à la qualité des services, à la résolution des problèmes et à prendre les bonnes décisions quand on leur met quelque chose à disposition. Alors certes, pas sur l'aspect business, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire est-ce qu'il faut plutôt que je leur mette... d'une certaine manière, oui, parce que si par exemple je veux mettre une application plutôt qu'une autre, je peux avoir les impacts au niveau de l'infrastructure d'une et de l'autre. Et puis de voir en fait en termes de performance laquelle sera la meilleure, laquelle n'a pas d'impact au niveau de l'infra. Et puis même quand on répartit, par exemple, vous mettez Office 365 à l'utilisateur et puis vous avez laissé Office sur les postes, on va pouvoir comprendre la répartition de charges, lesquels utilisent plutôt les postes en lourd, plutôt les applications dédiées et déportées et ainsi de suite. Donc on aura certaines valeurs de ce type, mais pas dans le business pur. D'accord, compris, OK? compris. Oui, oui, ok, merci. Bon, mais je vous en prie. Victoria, je crois que tu n'as pas d'autres questions. Je te propose de unmuter de nouveau tout le monde. Voilà. Clouc. OK. Et je vais partir maintenant dans la démonstration, parce que c'est ça qui nous intéresse d'une certaine manière, bien sûr. Donc la démonstration, on va se baser sur des scénarios. Les scénarios, c'est là que on va pouvoir refléter vraiment le quotidien de l'IT,
on a des problèmes, on a ceci, on a cela, c'est lent, les gens se plaignent, je ne sais pas quoi. Ou alors on doit prendre des décisions, on a fait du change. OK. Dans tout ceci, donc, comment est-ce que Nexink se comporte? Enfin, quelle est la valeur de Nexink et qu'est-ce qu'elle arrive à porter? Donc, on a le premier écran que vous avez là, c'est, alors ça, juste enlever ça parce que ça m'embête, hop là. C'est le portail, afficher en temps réel l'information d'un service, mais également de l'historiser. Hein. Comme ici, vous avez l'usage d'une application dans le temps, savoir qui utilise l'application entre 19h et 20h, entre 20h et 21h, et ainsi de suite. L'échantillonnage est de toutes les 10 minutes, donc en fait, la mise à jour de chaque créneau horaire est de 6 fois. Vous avez également ici le portail, le Finder, pardon, qui est donc la boîte à questions. C'est là que je vais poser une question de manière totalement native. Si par exemple je dis montre-moi les utilisateurs qui vont sur Facebook aujourd'hui, eh ben je clique dessus et j'ai directement en temps réel les utilisateurs. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire ok, mais comment est-ce qu'ils y vont? Peut-être que je reprends un tout petit peu à la question de tout à l'heure, c'est ok, je mets à disposition un service. Bon, Facebook n'est pas forcément le service, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais Facebook, s'il y avait quelque chose qui est difficile à contrôler, moyennant les web content filtering que vous avez et des proxys, bah, c'est comment est-ce que je vais y accéder. Donc, nos capacités de drill down, c'est de dire, OK, montre-moi un petit peu comment on y accède. Eh bien, on a 107 utilisateurs avec eExplorer, 17 avec Chrome, 2 avec Firefox, puis chaque fois un utilisateur avec un truc Iron et un truc de Mozilla, le Palmoon, que je ne connaissais pas du tout avant que j'aie cette démo. Quand même, il faut savoir que sur cette démo, derrière, j'ai en fait un player, donc une VM dedans, j'ai un engine qui tourne, et mes deux outils, comme vous voyez ici en haut, là vous avez l'adresse IP. Je me connecte sur mon engine pour pouvoir me connecter à l'information, qui derrière en fait c'est les statistiques, 1697 utilisateurs et 1098 postes de travail. Voilà tout ce qui a été collecté en 34 jours. Comme ça, vous avez le scope de la démonstration. Alors, prenons les use cases. Prenons justement mon ERP. J'ai un usage de mon ERP jour après jour, d'accord? Donc, il est clair que quand j'ai un usage d'une application ou de ceci, je peux également avoir, par exemple, l'usage de l'ensemble de mes applications. Donc là, on a fait des tableaux de bord spécifiques pour Pro, Office, Outlook, PowerPoint et tout. Et j'ai aussi l'usage, par exemple, qu'est-ce qui est installé et qui n'est pas utilisé, ou qui est utilisé vraiment, comme là, vous voyez, là, en 19 minutes, cette application, 4,3 secondes. Donc là, définitivement, la personne, elle a cliqué, puis elle s'est trompée, puis elle a rééteint son application, 6 minutes et tout. Donc là, ça me permet de me dire, OK, c'est pas assez, peut-être pour mettre un visio, parce qu'on parle de visio, c'est pas assez pour mettre un visio de manière full. Je vais regarder avec ces personnes qui utilisent très peu l'application, qu'est-ce qu'ils font avec? Parce qu'ils font un viewer, autant le mettre le visio viewer plutôt que le visio full. Donc, on a cette capacité, mais là, vous avez donc, dans mon ERP, l'usage de mon application. Donc, on peut voir un peu plus loin, voilà, où est-ce qu'elle s'est utilisée, combien elle utilise pour chaque entité, et là où ça marche ou ça ne marche pas. Et là, lorsque ça ne marche pas, on parle d'issue. Et lorsqu'on parle d'issue, on voit en temps réel, pour dire, tac, pratiquement depuis ce matin, j'ai un souci, 15,2% des devices, donc des postes de travail sur 46, rencontrent un problème. Donc, je vais pouvoir rebondir dans Nexink, ici. Donc, en cliquant, ça m'a directement amené là-dessus. Et j'ai 9 métriques. Ces 9 métriques sont des métriques qui sont définies par Nexink. Donc, on a les postes qui ont des problèmes, les postes qui ont le service, les failed connection. Donc, on parle de réseau au niveau TCP. Donc, il n'y a pas de TCP connection failed. Donc, ça veut dire que ça fonctionne puisque j'ai quand même des temps de réponse de 11,8 millisecondes et 12 millisecondes. Enfin, 11,8 c'est sur les dernières 60 minutes et 12 millisecondes sur les dernières 24 heures. Donc, on voit que c'est quelque chose de très constant. Vous avez le trafic entrant et sortant et le bitrate de mon application. Je vois les applications qui crashent.
et que les 7 postes sont concernés par des applications qui crashent. Qu'est-ce que je vais m'embêter à me dire, ah ben, c'est du réseau ou c'est du système? Non, c'est un problème d'application qui crash. Donc, je vais me poser une application qui crash, je vais aller voir l'application, qui s'appelle erp.exe. Donc, on a fait exprès de simplifier, on a renommé pas mal de choses pour vraiment simplifier la compréhension de la démonstration. Today, pourquoi Today? Parce que je viens de voir, j'aurais pu recevoir d'ailleurs une alerte, mais je viens de voir sur mon tableau de bord qu'aujourd'hui, j'ai cette problématique. Donc, mon binaire, le binaire, c'est là-dessus qu'est attaché les problèmes de crash. Donc là, je vais pouvoir sur le binaire voir tous les aspects d'activité, l'usage de la CPU, de la mémoire, le nombre d'exécution, d'où est-ce que ça démarre, le nombre d'utilisateurs qui utilisent ceci, les domaines accédés par mon application et les erreurs. Donc, il y a aussi encore deux activités. Pardon, quand ça commence, quand est-ce que c'est fini, le temps cumulé d'exécution, temps cumulé de durée de network duration, de se dire voilà, ben, cette application utilise le réseau pendant 2 heures sur 5 heures d'usage, alors que l'utilisateur, lui, est connecté 20 minutes, par exemple. Et là, par contre, ce qui m'intéresse, ce sont les applications, les crashs. Et là, je vois que 35 crashs applicatifs sur la 6680. Donc, effectivement, j'ai mis en place une nouvelle application ce matin ou cette nuit. Et là, j'ai un souci avec cette application-là. Bien évidemment, je peux retomber sur les devices sur lesquels ils ont commencé à utiliser. Et je vais aller voir le package ERP, parce que si je l'ai installé ça à tout le monde, je vais avoir un gros souci ce matin. Où est-ce qu'il est mon package? Là, pardon. Et je vais faire un drill down pour voir en fait ce package, quels sont les devices sur lesquels ça a été installé. Alors, on peut communiquer avec d'autres outils, comme je l'avais dit tout à l'heure. Typiquement, là, on a un produit comme SCCM, bien sûr qu'on peut avoir d'autres types d'outils qui permettent de faire du déploiement applicatif. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec des outils pour créer en fait une collection afin que dans l'outil, vous puissiez donner l'ordre de désinstallation, de rollback. Donc, ça, c'était un exemple sur l'ERP, sur un problème qui était lié à un change qui s'est fait. Maintenant, vous avez d'autres, par exemple, un autre exemple, celui-ci de mon ERP où on me dit que 77,4% des utilisateurs, donc des devices plutôt, rencontrent un souci. Donc, je vais pouvoir de nouveau rebondir sur Nexink. Et là, on a de nouveau les 9 métriques, mais des différents parce qu'on va se baser sur les web requests. Alors, comment est-ce qu'on définit en fait un service? On a simplement fait un truc tout simple. Que ce soit pour l'ERP ou que ce soit pour le SAP. Là, on a mis l'ERP, on a fait du network connection, on a dit tout ce qui va vers les destinations. Et le SAP, on a dit tout ce qui va vers ce domaine. Donc, vous dites quel est le domaine de votre application et tous les postes, tous les exécutables, c'est n'importe quel exécutable. Et là, la différence encore qu'il y a avec un APM. Un APM, ce sont quelque chose qui va se baser sur une application définie, comme un Internet Explorer, un Chrome ou je ne sais quoi. Pour ça, il faut des connecteurs, il faut des add-ons. Là, on va se baser vraiment sur n'importe quelle application qui va se connecter vers ce domaine. Les ports utilisés, les destinations et tout. N'importe quelle destination. Et je vais avoir en fait une vue, comme là, où on me dit que sur les 62 utilisateurs, 48 ont des problèmes et que s'il semblerait, enfin c'est pas il semblerait, c'est qu'on a des problèmes de request 400, erreur 400, 500, donc des problèmes de fail web request. Et lorsque je pointe ma souris, donc là, il n'y a pas du tout d'application qui crache. Lorsque je pointe ma souris sur le carré, parce que je suis sur le carré rouge de mes fail web request, ce qui s'affiche, pas que je bouge ma souris, voilà. Il me dit que les erreurs 500, donc on sait que c'est plutôt le côté serveur, sont 3 fois supérieures à la moyenne des 7 derniers jours. Donc, on a une information qui est basée sur l'expérience. Le fait que je vais me mettre moi-même mon niveau parce que qu'est-ce qui est bien? C'est toujours une bonne question. Quel est le niveau que je dois décider? Le niveau, là, il est basé sur l'expérience.
Et comme vous l'avez vu, jusqu'à présent, on a toujours été dans un esprit graphique. Et on reste dans l'esprit graphique pour voir plus loin. Les postes, les binaires, donc le e-Explorer est utilisé, alors voyez là, c'est le 11.0.2.0 qui est utilisé pour faire mon service. Il n'y en a pas d'autre, donc très bien géré pour accéder. Parce que le nombre de problèmes des fois qu'on a, parce que l'application est utilisée par un Chrome, un Firefox, un IE, alors que tout est fait pour IE, on a des fois ces simples informations qui suffiraient pour régler le problème. Là, c'est du port 80, donc ça passe par mes proxys. Je vois que j'ai un proxy US, un proxy Europe et un proxy Middle East. Et on voit bien qu'il y a 2083 erreur 500 qui passent par mon proxy Middle East vers mon SAP. Donc effectivement, il semblerait que j'ai un problème avec mon proxy. Je peux agir. Qu'est-ce qui se passe avec mon proxy? Voir les personnes qui sont en charge et de leur expliquer. Alors bien sûr qu'on peut aller leur fournir de la précision, hein, puisque je peux aller dans les web requests. L'ensemble de toutes mes web requests sont ici. On peut ajouter plein d'informations qui sont liées, les signatures ID, donc vraiment quelle est l'erreur et tout. Là, on a les erreurs de type 500. Et puis, je vais aussi pouvoir me rendre compte, drill down, objet, utilisateur, qui est impacté. Et par rapport à ça, vu que je suis lié avec l'AD, je vais avoir une information, bien sûr, pour autant qu'elle soit fournie dans l'AD, qui, par rapport au job, par rapport à son département, qui a un impact typiquement dans la finance, mon CFO. Donc, je vais pouvoir agir peut-être en lui envoyant un email pour lui dire que voilà, il y a un souci avec l'application et qu'on est en train de la régler, blablabla. Donc, voilà un exemple également. Si maintenant une personne vous téléphone pour vous dire ah ouais, mon poste il est lent, je vais qu'à lui demander son nom et je vais directement avoir tout ce qui est en relation avec ce monsieur et typiquement d'avoir les devices utilisés par ce monsieur. Son poste est lent, je vais me concentrer sur le device. Donc je vois qu'il utilise ce device, je vais pouvoir faire un service, un source view, pardon. Et là, j'ai une vue contextuelle de son poste de travail, tout ce qui mérite de l'attention, tout ce qui se passe sur son poste de travail. Donc, je vais pouvoir dézoomer, d'accord, et puis avoir une vue, et je peux même d'ailleurs bouger dans l'historique que de cette manière, pour voir en gros pour avoir la vue contextuelle de son poste. J'attends juste qu'il calcule parce que tout ça est fait en temps réel. Et en fait, le monsieur, il dit qu'il se plaint parce que son poste est lent. Moi, le premier constat que j'ai sur son poste, c'est que sa CPU, elle est au taquet depuis ce moment-là. Et si je mets ma souris dessus, si je pointe dessus, je vois que c'est Internet Explorer qui fait des pics d'usage pendant 22 heures, parce qu'en fait, on a tout l'usage de la CPU mis bout à bout. Donc effectivement, son poste est lent, j'ai ma CPU qui est au taquet par Internet Explorer. Bon, je me dis, je commence à avoir un début de réponse. Mais ce qui m'intéresse, et c'est là la force de Nexim, c'est de comparer. Comparer les utilisateurs, l'usage qui est fait entre chacun des utilisateurs, entre les postes de travail, et ainsi de suite. Parce qu'il faut que je puisse détecter qu'est-ce qui a changé. Parce que lorsque quelque chose change, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Et là, on le voit clairement. Il y a un package qui s'est installé à ce moment-là. Alors, il y a un KM Player, OK, mais il y a surtout une toolbar. Pourquoi surtout une toolbar? Parce qu'on sait que c'est IE qui impacte la CPU. Donc moi, je me dis, une toolbar, IE impact, et à partir de là, ça a commencé. Je me dis, ouais, c'est quand même intéressant comme information. Si je vais sur l'événement, je prends ma toolbar. Mon but, c'est de me dire, mais est-ce que d'autres personnes, attendez, voilà, ont installé cette toolbar? Celle-ci, oui, il y en a 3 autres. Donc, on va pouvoir, justement, comme avant, faire une procédure de désinstallation. On s'est basé sur une complainte d'un utilisateur. On a pu comprendre assez facilement, du moment donné où ça a commencé le problème, on a pu comprendre quel était l'impact. Et on va voir est-ce que cet impact est-ce qu'il peut être perçu ailleurs. En tout cas, on ne va pas laisser cette toolbar s'installer de cette manière. Maintenant, on a donc la capacité de faire des alertes. Typiquement, une alerte, hop là,
l'alerte ici est donnée sur le sendme.exe, comme quoi c'est dangereux. Comme je vous l'explique tout à l'heure avec VirusTotal, VirusTotal nous dit que plus de 10 antivirus du marché considèrent ce produit, donc ce sendme.exe, très dangereux. Il n'y a pas d'interface utilisateur, donc l'utilisateur n'est pas en train de l'utiliser avec une fenêtre. C'est plutôt quelque chose qui est un background. On sait aussi que c'est 68 mégas de trafic sortant. Alors maintenant, je peux voir la web activité. Je vois que ce sendme.exe est utilisé sur 10 postes de travail. Sur ces 10 postes de travail, voici les utilisateurs qui sont connectés sur ce poste. On sait que ça passe par le port 80 en externe direct, donc ça bypass les proxys, et que ça envoie 4 mégas toutes les heures. Et ça va sur kuaipan.cn, donc en Chine. Donc, je fais un drill down sur le site parce que j'ai aussi la possibilité de vous afficher les domaines et les hosting names du site de la même manière avec VirusTotal que l'on fait pour les exécutables, donc les binaires. Donc, on remarque que ce n'est pas dangereux, que c'est un truc qui est de la news and information. Donc, je peux aller, par exemple, montrer dans le browser, ben voilà, mon site internet qui est en Chine. Donc là, je ne peux pas vous traduire ce qui est noté, je n'ai aucune idée, mais par contre, on sait que c'est un site, parce qu'on a quand même regardé, pas c'est quelque chose de réel, hein, donc on a quand même regardé. C'est un site en fait de genre Dropbox. Donc avec ça, on accueille de l'information. Moi, je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que c'est arrivé dans mon périmètre. Puisque j'ai des antivirus, puisque j'ai des protections périmétriques, il y a un truc qui ne joue pas. Donc je vois qu'il y a un package là, parce que là on est resté sur le temps où il y a eu l'événement, il y a un package qui s'est installé. Là, de ce package, il y a un setup et un sendme.exe qui sont arrivés. Et je vais aller voir, paf, paf, la propriété, le paf. Donc d'où a démarré typiquement mon setup, puisqu'il semblerait que le setup a ensuite lancé le sendme. Ça vient d'une clé USB. D'accord, lui, il n'y a pas de problème, il n'est pas dangereux. Par contre, mon sendme n'est pas bon. Si je vais voir la web activity, mon setup qui est là, parce que je l'ai surligné en blanc, il va se connecter sur un site en Russie, le Find My Crack, et ensuite l'autre il part sur la Chine. Donc on a un petit peu le cheminement, le comportement de cette application. Et moi maintenant, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que j'ai un antivirus. Donc je prends tous mes postes de travail, je vais afficher plus d'informations. Alors là, vous voyez l'information qu'on a, elle est assez abondante, comme tout ce qui est lié au hardware, pardon, tout ce qui est lié aux startups, les logins, les boot duration, tout ce qui est bien sûr l'operating system, les statuts WMI et tout, les drives, est-ce que le disque est en bonne condition ou pas, est-ce qu'il est utilisé, trop utilisé, enfin bref, beaucoup d'informations, la volumétrie des postes de travail et tout. La sécurité, c'est, je vois, les settings de Internet, les updates de Windows, l'antivirus, est-ce qu'il est up-to-date? Est-ce qu'il est là, le RTP, est-ce qu'il est allumé? Ce qui veut dire que le Real-Time Protection est on. Quel est le nom? L'anti-spyware, et ainsi de suite. Et là, il me dit, OK, forefront, OK, tout est OK. Ça ne m'explique toujours pas pourquoi est-ce que ce truc-là est arrivé. Donc, je vais pouvoir aller faire un lookup IP sur VirusTotal, parce que c'est là qu'on a notre base de données. Il me dit, ben voilà, en gros, McAfee, Symantec, Trend Micro, tout ça ont détecté comme étant dangereux, mais pas Forefront. Forefront ne l'a pas détecté à ce moment-là, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas plus tard, dans quelques heures ou minutes même. Mais là, il ne l'a pas fait. Donc, cette activité est chez moi parce que mon antivirus, c'est pas lui le premier qui l'a détecté. Maintenant, pour pouvoir détecter ce genre d'activité bien en amont, de me dire, ah ben j'ai une alerte parce que maintenant ça se passe mal, eh ben je vais pouvoir setter une alerte. Et quand je set une alerte, il y a deux règles là qu'on a vues. On s'est dit, toutes les applications qui ont un binaire qui démarre depuis une clé USB, je veux une alerte. Et en plus, si elle va se connecter sur un domaine dont, qui est externe, donc ce n'est pas un intranet, c'est vraiment à l'internet, là, je veux avoir une alerte immédiate sur mon adresse email.
Ça veut dire que on sait que si quelqu'un, hop, et voilà, si quelqu'un, là bien sûr on ne le voit pas parce que personne n'est en train de faire cette activité, parce que je suis basé sur le comportement. Si quelqu'un a ce comportement, il met une clé USB, il y a quelque chose qui s'exécute et qui va se connecter euh, vers un domaine externe, vous pouvez lui téléphoner qui débranche sa prise, courir dans les couloirs, en fait, vous voulez, mais il faudra vraiment déconnecter ce truc parce que vous savez que votre expérience, elle est mauvaise là-dessus. Donc, voilà en fait un petit peu comment est-ce qu'on a aussi à faire des alertes. C'était tout ceci. Mais évidemment, pour en conclure, parce que j'ai plus beaucoup de temps à ma disposition, euh, on a beaucoup d'informations, typiquement, si vous voulez comprendre. Quand on parlait tout à l'heure, au tout début, c'était comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer l'IT, les infrastructures de manière permanente. C'est de comprendre mes services, comment est-ce qu'ils sont utilisés, de se dire, OK, est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal? Est-ce que d'aller avec Outlook, avec 3 versions d'Outlook vers je ne sais pas combien de serveurs Exchange, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est normal que j'ai avec Outlook de manière externe? Là, par exemple, vous avez le suivi d'un service Exchange. Je regarde les applications, combien de personnes utilisent, voire même qui les utilisent, quels sont les serveurs sur lesquels j'ai le plus de postes qui vont se connecter. Je vais voir quels sont les utilisateurs les plus enfin, qui utilisent le plus Exchange et ainsi de suite. Je vais même aller voir le service d'usage, je vais voir les problèmes de Exchange avec les problèmes de device, donc le nombre de postes qu'il utilise, les erreurs, les warnings, les problèmes d'issue et ainsi de suite. Donc on va vraiment aller très loin dans l'élaboration des tableaux de bord, typiquement les binaires qui sont justement malicieux, qui sont des comportements anormaux, et ainsi de suite. Là, par exemple, Abnormal Windows Binary Detection, c'est simplement des binaires qui sont 0.0.0.0 et qui démarrent depuis Win32 de Windows. C'est pas normal. On n'a pas quelque chose qui n'est pas documenté depuis un Win32. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation parce qu'il me reste quelques minutes pour les questions. Voilà, vous êtes unmutés. Est-ce que certains d'entre vous a des questions? Des remarques ou... Eric Sherman qui parle. Bah, écoute, Bernard, a priori, ça a de nouveau été très clair au-delà de la présentation qu'il était, mais à voir si effectivement les participants ont des questions, n'hésitez surtout pas, messieurs. Alors, Monsieur Casal, je ne sais pas si votre main, vous avez une main levée, si c'était... Oui. Ah bah voilà, pardon. Non, je viens de la relever. Donc, encore moi, et excusez-moi. Et j'ai une question sur l'outil est très très riche. Tellement riche que je pense qu'on pourrait passer, les équipes informatiques responsables de cet outil et les informations qu'il apporte pourraient passer des journées complètes dessus, essayer de comprendre, voir, analyser pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce normal, pas normal. Ma question s'associe plutôt à la taille business critique qui, d'après vous, l'outil NextThink peut être exploitable ou intéressant. Dire par là, l'exemple de 10 000 postes, c'est une entreprise qui commence à être conséquente. Quid des entreprises de 1000 ou 200 000, on va dire Alors 100 non, 000. c'est parfait, c'est notre core business, pour être précis. Nous, notre plus petit client, il en a 34 postes. Notre plus gros client, il en a 250 000. Donc, vous voyez, on a un panel qui est très, très large. Là-dedans, on a, je ne vais pas passer le slide de NextThink et de nos clients, des références que l'on a. Mais effectivement, on a plus de 400 entreprises aujourd'hui. On a plus de 2 millions de postes de travail qui sont monitorés au travers de notre technologie. Et aujourd'hui, on a vraiment une croissance exponentielle parce qu'on arrive vraiment au bon moment. Et la taille, alors nous, on a beaucoup de clients qui ont 300, 400, 500, entre 400 et 1000 postes. Ça, c'est super. Pourquoi? Parce que les équipes, elles font un petit peu tout.
hein. On a bon circuit, des personnes du réseau, des personnes qui sont dédiées à d'autres départements, mais elles sont très très soudées et puis elles font un petit peu tout, ce qui n'est pas forcément le cas dans les grosses structures où là chacun a ses responsabilités et puis on se renvoie un petit peu la patate chaude. Donc là, bien sûr qu'elles ont un intérêt pour avoir la bonne information. Mais autrement, la taille des entreprises, c'est vraiment, je dirais, entre 500 et 5000 postes de travail. Là, on est bien. Maintenant, pour exploiter la donnée, on va se figer sur les projets en cours et ce qui est critique pour l'entreprise. C'est clair qu'on a beaucoup de choses, mais si on n'exploite pas la donnée, on ne va rien voir. Donc, on va se baser sur les projets de change. Vous allez changer quelque chose, hop, hop, hop. Là, le but, c'est de montrer les bonnes métriques pour pouvoir gérer le changement avant, pendant, après. Sur les aspects de vos services, c'est d'avoir une visibilité constante et permanente de l'usage de vos services par l'utilisateur et de ce qui en passe. Donc, on construit petit à petit, et c'est là qu'Attitude rentre en jeu, pour vous aider à exploiter l'outil de manière pondérée, jour après jour, ou mois après mois, semestre après semestre, par rapport à l'usage dont vous en avez besoin. Oui, Eric Sherman, je parlais en introduction là, de l'amélioration du système d'information et c'est vraiment le sujet. Alors c'est vrai, hein, Monsieur Casal, vous mettez le doigt sur un sujet essentiel, c'est qu'il y a énormément de choses, peut-être trop, qu'on peut tirer de Nextink. Mais on va y aller dans une démarche pratique et progressive d'amélioration continue. Donc initialement, comme le rappelait Bernard, on va travailler sur tel ou tel sujet, qui sont souvent des sujets de suivi de changement, qui vont permettre d'améliorer tel ou tel point, qui sont des problèmes récurrents sur lesquels on va pouvoir rentrer dans le détail et passer à la résolution, et même anticiper la résolution d'un certain nombre d'autres sujets. Et après, notre accompagnement en tant qu'intégrateur, plutôt un accompagnement récurrent en amélioration continue, pour pouvoir, fort de notre expérience et de nos expériences, je dirais, et des différentes problématiques clients, fixer ou commencer à avancer sur tel indicateur et telle avancée de tel pan de votre système d'information. Parce que c'est vrai que le champ des possibles est absolu, hein, et la difficulté, c'est de pouvoir se limiter à ce qui va vraiment vous améliorer la vie au quotidien et derrière la vie de vos utilisateurs, puisqu'on est d'abord dans une approche de service management nous concernant. D'accord. D'accord. Donc, ce que je comprends en tous les cas, c'est qu'il y a une démarche qui se veut step by step. Exactement. Alors c'est impératif, hein, et je dirais c'est plutôt dans notre philosophie de toute façon. Là, pour pouvoir réussir des projets, on part plutôt sur des petits projets dont on est certain de la réussite unitaire. Et c'est mis bout à bout ces petits projets que c'est des gros projets qui sont menés sur l'ensemble des pans du système d'information. Et le même principe prédomine dans le suivi. Donc on a notamment un accompagnement récurrent trimestriel autour de Nextink qui permet régulièrement de revenir vous poser quelques questions sur ce qui va bien, mais surtout ce qui pourrait aller mal ou plus mal, pour pouvoir s'assurer que l'outil continue à être utilisé dans l'amélioration de votre système d'information. D'accord, très bien. Pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Parfait, merci en tout cas pour vos questions. Toujours avancer le débat. Je ne sais pas si d'autres participants ont des questions. A priori, c'était clair sur ce que tu as pu présenter, Bernard. Ok, oui. Victoria me confirme qu'il n'y a pas de questions sur tout le monde. Donc, je te laisse le mot de la fin. Moi, je vous remercie à tous. Entendu. Donc, merci Bernard pour cette brillante présentation. Merci à tous les participants qui ne doivent surtout pas hésiter à nous recontacter le cas échéant. Nous permettrons de toute façon de recontacter un petit peu tout le monde pour voir s'il y a des suites à donner et dans quel ordre. Et en tout état de cause, merci de votre participation et une excellente journée. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.